Le Brexit et la crise catalane sont deux coups durs portés à l'Union européenne. Personne n'imagine pourtant une Europe amputée du Royaume-Uni, encore moins l'Espagne amputée de la Catalogne. Ces événements ont trois points communs: ils soulèvent une question juridique, le droit de sécession, ils aboutissent à une impasse et il faudra non seulement trouver une solution mais résoudre ensuite les problèmes à la racine. Dans les deux cas, une médiation paraît nécessaire. Trois raisons rendent les sécessions improbables. Une telle décision ne se prend pas de façon unilatérale en cas de consultation. Le choix d'un vote à la majorité qualifiée des deux parties devra être retenu, car les règles du jeu politique doivent faire consensus. Enfin et surtout, la séparation n'est bénéfique pour aucune des parties. Il faut donc trouver une porte de sortie ménageant les uns et les autres, puis s'attacher à résoudre les problèmes de fond. Dans le cas britannique, le mal est à rechercher plutôt du côté de l'Union. Les pères fondateurs avaient cru que l'Europe pouvait se construire par la voie économique. Or ni la création d'un marché unique, ni celle d'une monnaie, ne pouvaient conduire à une union politique. La construction européenne était bien fondée sur des valeurs communes. Les libertés économiques sont inhérentes à la démocratie, mais elle appelait un corollaire politique. La capacité de parler d'une même voix sur la scène internationale ne s'éretchait que pour les défendre dans l'intérêt de tous. L'Union européenne se serait ainsi dotée d'emblée des deux premiers attributs d'un État, qu'elle ne possède toujours pas après 70 ans d'existence. Pourquoi avoir limité l'ordre juridique interne à la libre concurrence dans l'ordre économique? Les Anglais auraient pu se satisfaire de cette option, fruit de l'héritage saint-simonien. Mais la politique agricole commune, entorse manifeste au libre-échange, et d'un coût exorbitant, devint la réalisation phare du projet européen. Londres ne pouvait que s'irriter de voir les autorités françaises confondre leurs intérêts nationaux avec ceux de l'Europe. Elles avaient déjà exporté à Bruxelles une culture dirigiste qui avait tout pour déplaire aux Britanniques. Une défiance réciproque s'était installée. Lorsque les Français proposèrent une monnaie unique arrimée aux marques, pour tenir la dragée au taux dollar, les Anglais se rebiffèrent à nouveau. La France pourrait certes s'endetter à meilleur compte pour combler ses déficits, mais aussi échapper à la nécessité d'entreprendre des réformes pourtant indispensables. La création de l'espace Schengen allait bientôt faire fi de la question des nationalités, comme si la circulation des hommes et celle des marchandises se situaient sur le même plan. Il est difficile de ne pas prendre en considération les griefs des Britanniques. Le temps est venu de passer d'une démarche empirique à une approche plus raisonnée de la construction européenne. En inscrivant simplement les règles de la démocratie dans les textes fondamentaux des institutions communautaires, ce qui correspond à l'application minimale du principe de subsidiarité, l'Union serait dotée du plus puissant facteur d'harmonisation du droit à l'échelle européenne. Tenus de se mettre aux normes, les États seraient contraints de s'attaquer aux causes profondes du déclin de l'Europe. Mieux vaudrait donc pour les Européens que le Royaume-Uni reste dans l'Union, s'ils veulent revenir dans le droit chemin. La crise catalane a une origine tout à fait différente. L'autonomie variable des composantes régionales de l'Espagne s'explique par leur passé historique et s'appuie sur un principe inhérent à toute démocratie, selon lequel le citoyen délègue sa souveraineté à des niveaux différents afin de régler au mieux les problèmes politiques. Une structure fédérale ne peut cependant fonctionner que si les différentes composantes sont soudées les unes dans les autres par un ciment politique commun. Or le système électoral joue ici un rôle majeur. La théorie politique, validée par l'expérience, démontre que les modes de scrutin sont très loin d'être anodins. Aux États-Unis, le melting pot a fonctionné du jour où les colons d'origine diverses ont dû s'opposer électoralement sur un même territoire, obligés par le système électoral de pactiser selon des lignes politiques et non pas identitaires. Le phénomène s'est vérifié lors de l'indépendance de l'Inde, où le scrutin majoritaire s'est substitué de facto au système des castes en créant des liens politiques d'une nature différente qui ont empêché l'ensemble de se dissoudre dans des divisions sans fin. Dans le cas de l'Espagne, on a assisté au phénomène inverse, parfaitement prévisible. La proportionnelle y a joué un rôle disruptif. En 1978, les fondateurs du nouveau régime n'ont pas tiré les leçons du désastre de la Deuxième République. La division de la droite comme celle de la gauche, incapables l'une et l'autre de s'unir pour gouverner quand elles remportaient les élections, avait conduit à un chaos politique indescriptible. Pire, le mode de scrutin avait favorisé l'émergence de mouvements extrémistes dans les deux camps.
La victoire en 1936 d'un front populaire dominé par sa composante marxiste, allait alimenter la crainte de l'arrivée au pouvoir des communistes, qui déclencha l'insurrection armée. L'existence des autonomies n'a rien d'incompatible avec une unité espagnole solide. Mais il faut pour cela que les représentants des identités régionales bien ancrées se retrouvent au niveau régional, puis national, dans de grands partis modérés. Tel fut le cas dans un premier temps sur le plan national, mais le germe de la division fratricide introduit avec le choix d'un mode de scrutin proportionnel a ouvert la voie du même coup à des mouvements extrémistes, sans l'appoint desquels la constitution d'une majorité gouvernementale au Parlement national est devenue problématique. C'est la stabilité même du gouvernement espagnol qui se trouve compromise. Il faut dire que l'Union européenne n'avait pas non plus donné le bon exemple. La proportionnelle a eu pour effet d'introduire à Bruxelles les clivages nationaux et d'empêcher l'émergence d'un authentique débat européen. Les événements actuels sont fort regrettables mais ils ont au moins un mérite. En faisant remonter à la surface les problèmes de fond, ils devraient nous conduire, dans un monde de plus en plus compliqué, à établir une distinction entre la fonction tribunicienne et la réflexion politique, ce qui revient à reconnaître l'impérative nécessité de faire appel à des ingénieurs en démocratie. Lire aussi il y a une solution pour sortir de la crise catalane et faire émerger une nouvelle Espagne démocratique. Monsieur Macron, en tant que président des Catalans de France, vous devez prendre la parole en faveur de la Catalogne. Cette preuve que Macron est en train de construire l'Europe du pire. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus Brexit, Catalogne, Europe internationale, Royaume-Uni, Union européenne. Envoyez une correction.